Bonjour et bienvenue dans la première partie de votre formation sur les fondamentaux des marchés publics. Je suis Alexandre Domanico, votre formateur, et je vous accompagnerai tout au long de cette formation. Alors, quels sont les objectifs de cette formation? Tout d'abord, bien sûr, appréhender le contexte de l'achat public, identifier le cadre réglementaire et doctrinal, connaître les principes fondamentaux de la commande publique, et bien entendu, éviter le risque pénal. Alors, nous allons tout d'abord commencer par le cadre général applicable au marché public et, bien entendu, nous allons débuter par un principe essentiel qui est la définition du marché public. Un marché public se définit comme un contrat. Très souvent, les acheteurs font l'erreur, la confusion entre marché et procédure. Ils confondent l'appel d'offres avec le marché public. Or, il n'en est rien. Un marché public, c'est un contrat, c'est-à-dire un engagement de volonté entre au moins deux personnes, des personnes morales pour notre cas, l'acheteur public, et puis un opérateur privé. Et ce marché public va donc définir des conditions d'exécution, des conditions également financières, de paiement. Il y aura également de prévu un certain nombre de conditions quant à la qualité, aux vérifications, aux modalités de vérification de ce qui a été livré, etc. Donc le contrat, le marché public qui est un contrat, c'est un accord de volonté. Et, je le répète, c'est un accord qui est source de droits et d'obligations à la charge des parties. Droit pour l'opérateur d'être payé des prestations qu'il réalise, et bien sûr, obligation pour ce même opérateur d'accomplir les prestations qui ont été prévues et pour lesquelles il s'est positionné, pour lesquelles il a donc fait une offre et remporté le marché. Le marché, donc, qui est un contrat, est conclu à titre onéreux. Il prévoit donc le paiement d'un prix, une rémunération au profit du titulaire, en échange des prestations qu'il va fournir. Et ce contrat sera nécessairement conclu par écrit. Alors, bien entendu, il y a une petite dérogation, comme toujours, à la règle de droit. Cela concerne les marchés de moins de 25 000 euros hors taxe, pour lesquels l'écrit n'est pas obligatoire. Bon, il est clair que ce montant ne va concerner en réalité que les tout petits acheteurs, les très petites collectivités qui vont peut-être passer quelques contrats de quelques milliers d'euros par an et que l'on ne souhaite pas accabler de procédures, de formalités inutiles. Pour un acheteur de votre taille, vous aurez nécessairement recours à un acte écrit, plus ou moins formalisé, plus ou moins allégé. Néanmoins, il y aura toujours la production d'un acte écrit. Ne serait-ce que pour s'assurer la preuve des obligations qui ont été souscrites par le titulaire et puis pour l'obliger, bien entendu, à accomplir ces obligations dans le respect des délais qui ont été prévus au contrat. Alors, vous aurez à qualifier votre contrat, la nature de votre contrat. Trois possibilités s'ouvrent à vous. Vous allez passer des marchés de travaux ou bien des marchés de fourniture ou des marchés de services. Et vous ne pouvez pas conclure un marché mixte. Il vous faut définir précisément la nature de votre marché, car elle va vous permettre de déterminer le seuil de mise en concurrence. Ainsi, pour un marché de travaux, nous le verrons, le seuil de procédure formalisée est fixé à 5 350 000 euros. Pour les fournitures et services, le seuil est beaucoup plus bas, nous sommes à 139 000 euros. Alors bien entendu, les seuils sont toujours exprimés en euros hors taxe. Alors, les marchés de travaux portent sur l'exécution ou la conception et l'exécution d'un ouvrage de travaux. Alors, il peut s'agir de travaux de bâtiment ou de travaux publics. Et nous avons ici une liste, un avis qui a été publié au journal officiel qui fixe la liste des activités qui sont considérées comme étant des travaux. Alors ce document est très utile, très précieux, car il va nous éviter de faire des erreurs et notamment de qualifier des marchés qui seraient peut-être des marchés de fourniture ou de services en marché de travaux alors que ce n'est pas le cas. Ça serait une grave erreur parce que dans ce cas-là, cela voudrait dire qu'on pourrait ne pas mettre en œuvre de procédures formalisées alors que c'est tout à fait nécessaire. À côté des marchés de travaux, nous trouvons les marchés de fourniture qui ont eux pour objet l'achat mais aussi la prise en crédit bail, la location-vente d'un produit. Ne vous trompez pas, la location d'un bien meuble est bien qualifiée de marché de fourniture. Qu'il s'agisse d'une acquisition ou d'une location, peu importe,
Il s'agit d'un bien meuble, donc d'une fourniture. Et enfin, dernière catégorie, il s'agit des marchés de services qui, eux, ont pour objet la réalisation de prestations de services. Alors, la définition n'est pas très parlante, c'est celle qui est posée évidemment par le Code de la commande publique. Euh, alors, on sait ce que sont les marchés de services. Il y a les services, on va dire, courants, tels que le nettoyage, le gardiennage. On pourrait aussi parler de l'entretien d'espaces verts, de la maintenance. Et puis, il y a aussi les prestations intellectuelles, telles que la maîtrise d'œuvre, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, le conseil, la formation. Si nous abordons à présent les règles applicables et leurs fondements avec tout d'abord un tableau d'ensemble. Pourquoi passons-nous des marchés? Eh bien parce qu'une réglementation nous l'impose et cette réglementation, elle est d'origine mondiale. Vous le voyez, il s'agit d'un accord sur les marchés publics signé, ratifié au sein de l'Organisation mondiale du commerce, qui est la source de toutes nos obligations. Cet accord a été par la suite transposé en droit européen au moyen de directives, et ces directives, bien entendu, ont été transposées en droit français. Alors le dernier texte de transposition est le Code de la commande publique, qui est entré en vigueur au 1er avril 2019. Où trouver la réglementation applicable? Eh bien, en ligne, bien sûr, sur le site, le portail du ministère de l'économie et des finances, et puis également sur les ressources documentaires de votre cours, puisque je vous y ai mis le Code de la commande publique commenté, que je vous invite à regarder. C'est un ouvrage qui est très bien fait, qui a été fait par des étudiants en droit, chapeauté par un maître de conférence, et il a l'immense avantage d'avoir des articles qui sont computés, et vous y retrouverez également toute la jurisprudence ainsi que toute la doctrine administrative. C'est un outil extrêmement précieux. Alors quels sont les objectifs de ce nouveau code de la commande publique, du droit de la commande publique en général? Alors, déjà, l'objectif, c'était de doter les acheteurs d'outils simples, faciles à utiliser, euh, qui font la part belle à la digitalisation, à l'Internet, avec notamment le système d'acquisition dynamique, les enchères électroniques. Mais pas que, il y a aussi un certain nombre d'objectifs qui vont au-delà de la simple satisfaction du besoin que vous avez pu caractériser dans votre marché, qui sont notamment, par exemple, protéger l'environnement, veiller à une meilleure utilisation des ressources, à une plus grande efficacité énergétique, lutter contre le changement climatique. Ça, c'est un chantier, un vaste combat qu'il nous faut mener. Promouvoir l'innovation, l'emploi, l'inclusion sociale. Vous savez que vous avez la possibilité, lorsque vous passez un marché, notamment un marché de travaux, eh bien, d'imposer à l'opérateur titulaire de recourir à des personnes en voie d'insertion, et même de fixer un quota d'heures que ces personnes devront accomplir. Et enfin, donc, assurer les meilleures conditions possibles pour l'offre de services sociaux de grande qualité. Alors, j'ai insisté en dernière partie sur la distinction entre passation et exécution, comme vous le voyez là, parce que, comme je vous le disais précédemment à propos de la définition des marchés publics, beaucoup d'acheteurs font l'erreur de confondre marché public, contrat donc, et procédure de passation de ce marché. Or, vous le savez, il n'en est rien. Le marché public est un contrat, la procédure étant l'outil qui permet de sélectionner l'opérateur titulaire. Alors comment se déroule tout ça? Eh bien vous le voyez ici, une flèche de temps avec une première étape qui est la définition du besoin et la rédaction du dossier de consultation. C'est à ce stade, bien sûr, que vous élaborez les cahiers des charges, que vous les rédigez, que vous définissez les conditions d'exécution, que vous définissez finalement tout ce qui va se passer au cours de l'exécution du marché. La procédure de passation, elle, est établie sur la base de ce dossier de consultation et notamment sur les montants de vos marchés, les montants que vous avez évalués. Alors, voici un autre schéma un peu plus détaillé, avec une première étape, vous le voyez ici, qui est l'étape de publicité. Alors, j'ai indiqué que cette publicité pouvait être une demande de devis, pourquoi pas. On verra que c'est très limité, hein. Le champ d'application des demandes de devis est très très limité. Il faut l'utiliser avec beaucoup de rigueur. On aura l'occasion d'en reparler.
Vous pouvez également utiliser, bien sûr, un avis d'appel public à la concurrence, un avis de marché que vous publierez, on le verra, au BOMP, dans un journal d'annonce légale ou journal officiel de l'Union européenne. Nous reviendrons sur toutes ces notions. L'avis est extrêmement important parce qu'il va permettre aux opérateurs potentiellement intéressés par votre marché eh bien, de prendre connaissance de votre intention de passer le marché et ainsi de vous proposer une offre. Alors à partir du moment où l'avis est publié, eh bien, nous rentrons dans la phase de passation et c'est une procédure qui sera mise en œuvre. Alors les procédures, j'en ai décrit plusieurs. Il y a la procédure adaptée, le MAPA, le fameux MAPA, et les procédures dites formalisées telles que l'appel d'offres, la procédure avec négociation ou le dialogue compétitif. Et nous reviendrons en quatrième partie de cette formation sur toutes ces procédures. La procédure a un objectif, vous permettre d'identifier et de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse. Une fois que c'est fait, vous pourrez notifier le marché au titulaire et rentrer dans la phase d'exécution. Et là, vous exécuterez votre contrat, votre marché, qui peut être un marché ordinaire, un marché à tranche et un accord cadre. Et nous reviendrons en détail sur toutes ces formes de contrats. Ça sera l'objet de notre troisième partie. Alors, les marchés publics, du moins la passation des marchés publics, obéit au respect d'un certain nombre de principes, qu'on appelle les principes fondamentaux. Il en existe trois qui sont des garanties que vous donnez aux candidats à vos marchés, la liberté d'accès, l'égalité de traitement, la transparence des procédures, et ils ne sont pas en soi, ils ne sont pas des fins en soi, ils n'existent pas pour eux-mêmes, hein. Vous n'allez pas garantir le respect de ces principes juste pour le plaisir de les mettre en œuvre. En fait, ils sont là pour vous permettre d'obtenir, d'atteindre les objectifs prévus par le Code de la commande publique, à savoir une bonne utilisation des deniers publics et l'efficacité de la commande publique. Voilà le but recherché par tous les acheteurs. Bien utiliser l'argent public et faire en sorte que son contrat soit efficace. Et pour être certain de cela, pour être sûr de bien utiliser l'argent public, eh bien, rien de mieux qu'une vraie mise en concurrence, une sainement établie, qui respecte les principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement et de transparence. Alors comment garantir ces objectifs, le respect de ces principes, l'atteinte de ces objectifs? Eh bien sûr, par une définition précise des besoins dans les cahiers des charges, le respect de vos obligations de publicité, de mise en concurrence, et enfin, comme nous l'avons déjà évoqué, le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Alors attention, bien sûr, ne vous trompez pas, économiquement le plus avantageux ne veut pas dire le moins cher. Il s'agit en réalité du meilleur rapport qualité-prix. Alors attention à tout ça parce que le pendant évidemment des marchés publics ou d'une mauvaise passation de marché public, ça peut être la responsabilité pénale des agents de l'acheteur. Alors le premier délit que vous êtes susceptible de commettre, et quand je dis vous, en fait c'est toute personne qui est impliquée dans le processus de passation, et pas que le responsable des achats ou l'élu ou la personne qui va être habilitée à signer le marché. Non, il s'agit en fait de toute personne qui prend part à la passation du marché. Eh bien, toute personne qui prend part à la passation du marché peut constituer ce qu'on appelle un délit de favoritisme. C'est le délit le plus communément commis, le plus facile, je pourrais dire, à commettre, puisque il s'agit de procurer ou de tenter de procurer, vous le voyez, à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats. Alors, eh bien, sachez que nul n'est censé ignorer la loi et que l'erreur de droit n'est jamais retenue. C'est-à-dire que, à moins vraiment de débarquer dans le poste et de ne pas savoir ce dont on vous parle et de faire une bêtise en passant comme ça, vous ne pourrez jamais prétendre avoir fait une erreur de droit, de ne pas connaître la règle de droit. Si vous êtes acheteur, eh bien, vous savez qu'il y a des procédures de mise en concurrence à respecter, vous savez qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire, et vous ne pouvez pas vous défausser de cette responsabilité. Prenez garde à la sanction, elle est lourde, 2 ans d'emprisonnement au maximum et 200 000 € d'amende. Alors bien entendu,
ce ne sont pas les maximums qui sont appliqués, en tout cas pas pour un primo-délinquant, mais tout de même, il y a des sanctions, et parfois même pour des montants très faibles. Ce n'est pas rare de voir pour un marché de 10 ou 15 000 euros des condamnations au pénal s'il s'avère qu'il y a eu délit de favoritisme. Je vous ai cité ici un certain nombre d'exemples, je vous laisserai en prendre connaissance. Alors, juste un petit focus sur deux types de délits qui sont le plus souvent communément commis. Le fractionnement du marché, ce qu'on appelle le saucissonnage, hein, vous le savez, c'est le fait de fractionner l'achat en petits morceaux afin de ne jamais atteindre les montants, les seuils de mise en concurrence. Et puis un autre délit qui est communément commis, il s'agit des clauses techniques sur mesure, c'est-à-dire que le cahier des charges décrit non pas un besoin, mais un produit, et cela restreint d'autant la concurrence. Voilà. Alors je vous laisserai regarder dans le détail les autres cas. Les cas que je vous ai mis ici sont des exemples réels, ce sont des situations qui se sont vraiment produites. Autre délit susceptible d'être constitué, et pas des moindres, c'est le délit de prise illégale d'intérêt, très sévèrement sanctionné, 5 ans d'emprisonnement, 500 000 euros d'amende. Alors là, il s'agit en fait de participer au processus d'attribution d'un marché, alors qu'une entreprise dans laquelle vous détenez des intérêts, qui soient patrimoniaux, familiaux, ou tout simplement parce que vous entretenez des liens d'amitié avec le gérant de l'entreprise, donc vous participez à ce processus d'attribution, eh bien cela suffit à caractériser la prise illégale d'intérêt. La règle est simple. À partir du moment où une entreprise que vous connaissez de façon étroite, dans laquelle vous avez, comme je vous le disais, des intérêts, quels qu'ils soient, participe, répond à votre marché, vous devez vous déporter de cette procédure. Vous devez faire connaître à vos supérieurs hiérarchiques votre situation de conflit d'intérêts, et vous devez demander à être déporté de cette procédure. Alors bien sûr, dans l'information que vous allez porter à la connaissance de vos supérieurs, vous n'indiquerez pas l'entreprise avec laquelle vous êtes en conflit d'intérêts, surtout pas, parce que ça serait de nature à lui nuire. Vous indiquez simplement que vous êtes susceptible d'être conflicté, hein, c'est le mot, donc en situation de prise illégale d'intérêt. Je vous ai cité quelques exemples, quelques cas de prise illégale d'intérêt, assez folkloriques, hein. Bon, je vous laisserai les lire, nous aurons l'occasion peut-être d'en reparler. Et je vous ai cité ici quelques préconisations à respecter si vous pensez vous retrouver dans cette situation. Alors, autres délits sans commune mesure, hein, par rapport aux deux précédents, qui est un délit extrêmement grave et très sévèrement sanctionné, vous le voyez, 10 ans d'emprisonnement, 1 million d'euros d'amende, c'est la corruption, hein. Corruption passive, trafic d'influence. Bon, là, l'agent ou la personne, l'élu, ne peut pas ne pas savoir qu'il est en train de commettre une infraction. C'est en échange donc d'une décision, l'attribution de fortes sommes d'argent. Je vous ai donné un certain nombre d'exemples ici. Vous le voyez, des paiements de voyage, des versements d'argent, des cadeaux, etc., des cadeaux de grande valeur. Hein, le fait de recevoir une bouteille de vin en fin d'année, une boîte de chocolat ou un calendrier ne vous fait pas rentrer dans cette catégorie. Hein, soyons bien d'accord. Vous avez, alors je pense, un guide interne de déontologie, respectez-le, déclarez peut-être les cadeaux qui vous sont faits, mais je le répète, ce n'est pas parce qu'on accepte un cadeau de faible valeur que cela va entraîner pour nous une mise en cause pénale. Je vous ai cité ici quelques exemples de constitution du délit de corruption et les préconisations, bien sûr, tout ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est l'évidence, hein. Enfin, un dernier délit qui est susceptible d'être commis, c'est le faux en écriture publique, auquel nous sommes le plus souvent exposés qu'on ne le croit. C'est le cas, on le verra, notamment pour les commandes par équivalence dans l'exécution d'un accord cadre à bon de commande, les documents qui peuvent être antidatés, voilà, ce genre de choses. Et
Donc c'est un délit et c'est puni par des peines d'emprisonnement. Vous le voyez, 10 ans d'emprisonnement, 500 000 euros d'amende. Voilà, je vous dis, ce module est à présent terminé. Je vous dis à très vite pour le module suivant. À bientôt.